Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation, cette découverte du pavillon Canada à l'exposition universelle de Dubaï, un beau voyage immersif aux portes du désert, mais qui va nous amener aussi de l'autre côté de l'Atlantique à travers le passé, le présent et le futur du Canada. Vous avez ici le pavillon qui a été réalisé pour l'exposition universelle de Dubaï, que j'ai eu la chance de visiter dans le cadre d'un voyage d'études et qui, on va y revenir, recèle une architecture tout à fait particulière avec des messages universels qui ont justement leur place actuelle à Dubaï. Vous savez que chaque exposition universelle, on pense à celle de Paris, mais bien entendu, la première qui s'était déroulée à Londres, se veut être une expérience exceptionnelle par sa visibilité, le côté rassembleur et fédératif de l'ensemble des pays participants. 192 façons de voir le monde, c'est le défi que s'est lancé Dubaï avec la participation d'un nombre impressionnant d'États et également d'organisations. Ces portes ne se referment jamais pour continuer, et c'est le thème de l'exposition universelle de Dubaï, connecter les esprits et construire le futur. Vous savez qu'à l'issue de l'exposition universelle qui se termine le 30 mars prochain, eh bien, cette grande place, Azam Plaza, et un certain nombre d'infrastructures seront maintenues pour former un quartier futuriste qui s'appellera District 2020. L'exposition universelle est déjà reliée par un métro et ce lieu de vie a vocation à attirer également de nouveaux projets. Pour l'ensemble des participants, et en particulier pour le Canada, c'est une boussole créative qui est extrêmement intéressante pour ce pays multiculturel dans un monde de connexion illimitée. Ça, c'est la culture, en tous les cas, du Moyen-Orient, qui se veut être effectivement une plateforme très importante pour les échanges dans le monde. Alors, je vous l'indiquais, effectivement, vous avez ici le thème extrêmement fort qui a été porté tout au long de cette exposition universelle, un moment historique pour créer, innover et collaborer. Cette collaboration, vous la voyez ici à travers cette image, on voit l'immensité du site District 2020 dont je vous parlais, en haut des voies ferrées qui correspondent au fameux métro qui relie cette exposition universelle au Grand Pôle, et puis entouré de tous ces pavillons, 192, entourés également de parkings et de différents districts que je vous propose de regarder ensemble. Alors, l'exposition universelle, c'est 3 districts à Dubaï qui ont été retenus en réponse à la problématique connecter les esprits, construire, creating the future, créer le futur, construire le futur. 3 districts, un premier qui est consacré à la mobilité, le deuxième aux opportunités, opportunités au pluriel, bien entendu, et troisième élément qui rejoint les 2 premiers, c'est la durabilité. La durabilité, le travail sur le long terme, la prospective du monde de demain. Alors, ici en photo, ce métro dernier cri, consortium franco-japonais, Keolis Mitsubishi. Il existe bien entendu une expertise canadienne reconnue dans le domaine des mobilités, et en particulier au Québec, on pense à Bombardier, qui équipe de nombreux trains en France et en Europe. Et qui travaille également sur de nombreux projets, parfois en concurrence avec Alstom. L'exposition universelle de Dubaï, c'est aussi un formidable carrefour de la mobilité, puisqu'au-delà de ce métro qui a été conçu, qui représente à peu près 1 heure de trajet depuis l'aéroport de Dubaï, donc ce qui vous montre vraiment l'immensité et surtout le caractère excentré du site de l'exposition universelle par rapport
aux principaux pôles de la ville. S'ajoute à cela un vaste réseau de bus qui a été mis en place et qui permet aux visiteurs des différents Émirats de rejoindre facilement le site, y compris ceux qui arriveraient par l'aéroport d'Abu Dhabi. Alors, ce pouvoir de connexion, imaginé à travers la mobilité, à travers les opportunités, la durabilité, entend façonner le monde à travers des pavillons dotés de signatures architecturales exceptionnelles, de grandes performances créatives et culturelles qui sont aussi là pour encourager un dialogue, et puis des innovations uniques qui sont à découvrir, portées par des organisations ou via les 192 pays participants qui disposent respectivement d'un pavillon dédié. Et s'il y avait finalement à résumer l'exposition, cette expérience en une formule, je dirais que c'est 192 façons de voir le monde. Ce monde qui est probablement incertain face à beaucoup de crises extrêmement variées, et la construction, entre guillemets, de ce monde finalement incertain pourrait nous paraître assez récente finalement au vu des événements, mais si on regarde un peu en arrière et au fil des siècles, on réalise assez rapidement que l'époque des découvertes de l'Amérique du Nord, la relation Saint-Malo-Québec qui s'est aussi forgée à travers les différentes expéditions, les 3 expéditions de Jacques Cartier, les pionniers du Nouveau Monde, de la Nouvelle-France, qu'ils soient partis de Dieppe, d'Honfleur, de La Rochelle, de Bordeaux, de l'arc atlantique ou du littoral des côtes de la Manche. Eh bien, tous ces Bretons, Normands, Poitevins ont aussi dû naviguer dans un monde incertain. Et je voudrais rappeler, bien entendu, une anecdote qu'on a peut-être un peu oubliée, qui est celle de Jacques Cartier, qui croyait avoir trouvé des diamants et de l'or à Québec. Alors, ces fameux diamants ont été, il y a quelques années, trouvés à travers un partenariat indien, dans lequel effectivement ont été identifiées des mines de diamants, et c'est une expertise indienne qui a été requise pour engager justement toute la partie recherche et valorisation de ces pierres précieuses. Toujours est-il qu'à l'époque de Jacques Cartier, déjà, les découvreurs du Nouveau Monde avaient été convaincus d'avoir trouvé des diamants et de l'or, notamment sur un endroit que ceux qui ont pu visiter la ville de Québec connaissent, qui est le flanc du Cap Diamant. Vous savez que Québec est une ville de hauteur, avec notamment les plaines d'Abraham, la colline parlementaire, la ville haute et fortifiée. Et pour les randonneurs, en tous les cas les promeneurs qui ont pu avoir la chance de découvrir aussi le port de Québec, toute la partie autour des silos, et d'emprunter les escaliers de la basse ville qui mènent vers la haute ville, eh bien, vous avez certainement dû voir cet endroit qui existe encore aujourd'hui, ce fameux Cap Diamant. Toutefois, lorsque Jacques Cartier retourne en France après son expédition, il présente ces pierres qu'il a pu trouver à Pliny, le lapidaire de François Ier, qui lui affirme que malheureusement, cette découverte n'est que du quartz et des pierres de pyrite. Et malheureusement, le contact que Jacques Cartier a pu avoir avec les Premières Nations, les peuples autochtones, a certainement été empli de naïveté et de candeur vis-à-vis de ces découvertes. En tous les cas, la leçon de cette histoire, c'est de voir finalement les échecs comme des sources qui sont également porteuses d'espoir. Et l'occasion justement de dépasser notre degré d'incertitude et de partager des valeurs
qui motive un esprit d'innovation et de collaboration. Et c'est justement cette transition que je vous propose d'avoir pour découvrir ensemble le pavillon Canada à Dubaï. Alors, ce pavillon a une signification aussi toute particulière, y compris notamment dans le cadre d'un district. Je vous ai dit qu'il y en avait 3. Il y a un district très fort qui porte une réflexion futuriste extrêmement avancée, qui est le district mobilité. Et ce district mobilité est vraiment identifié comme un facteur d'évolution universelle de notre mode de vie et un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, de comprendre d'autres cultures et d'échanger nos connaissances et nos idées. Alors, le Canada n'est pas seul. Vous savez qu'il y a aussi sur le sol nord-américain une très forte participation nord-américaine aux expositions universelles, et les États-Unis ont choisi d'explorer en lien avec cette thématique de la mobilité 3 thèmes que je vous propose de souligner ici pour montrer aussi la valeur ajoutée de la contribution canadienne à cette réflexion universelle autour de Dubai Expo. 3 thèmes au sein du pavillon américain: mobilité en action, la liberté de construire le futur et le ciel n'est plus la limite. Alors, ce ciel qui serait sans limite résonne autour d'une initiative qui est celle de 1967, puisque vous savez que le Canada a été une puissance accueillante d'une exposition universelle qui s'est déroulée à Montréal. Montréal est une ville de grands événements, une présence universitaire, de laboratoires de recherche exceptionnels, terre d'accueil de Jeux olympiques et également Expo 1967, guidée autour d'un thème, Terre des Hommes, portant le message de l'œuvre éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un événement qui n'est pas neutre dans l'histoire de la Confédération, puisque 1967 est aussi l'occasion de célébrer le centenaire de la Confédération canadienne. Et à ce titre, le Canada avait saisi le BIE, le Bureau international des expositions, pour être l'hôte d'une exposition universelle et internationale de première catégorie. Vous savez que le BIE délivre aussi la possibilité d'accueillir et d'organiser sur son sol des expositions spécialisées qui ont une thématique particulière. Prenons l'exemple d'Astana au Kazakhstan, qui concernait les énergies du futur. L'exposition Milan était consacrée au thème Nourrir la planète, énergie pour la vie. Et dans l'histoire, à la suite du refus de Moscou en 1962, eh bien, le Bureau international des expositions, qui est situé à Paris, a accepté la candidature du Canada, et Montréal a été désigné à ce titre puissance accueillante de l'exposition universelle de 1967, le 13 novembre 1962, ce qui laissait un temps relativement restreint pour organiser ce grand événement, 5 ans qui passent très vite. Alors, certains qui connaissent peut-être Montréal reconnaissent le parc Jean-Drapeau, le caractère insulaire de Montréal, qui a été aussi très largement mis en valeur à travers cette exposition universelle, et cette biosphère que vous voyez ici, puisqu'un certain nombre de pavillons sont toujours aujourd'hui réexploités, transformés dans une forme différente. Un souffle extrêmement progressif de la société canadienne, société surtout québécoise, qui a marqué les esprits lors de cette exposition universelle, c'est aussi le passage de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, qui est une ouverture culturelle, sociale importante, qui consacre également une forme de déchristianisation de la société québécoise et l'ouverture à travers plusieurs vagues d'immigration à de nouveaux arrivants, de nouveaux talents, de nouvelles diasporas nomades qui modifient la sociologie de la belle province. Le pavillon canadien à Dubai Expo peut-être résonne aussi un peu dans toute cette histoire extrêmement riche que je vous ai racontée,
Vous dire que nous vivons toujours dans un monde où les talents sont nomades, les capitaux voyageurs et les emplois mobiles. Et le pavillon canadien se veut extrêmement accueillant à travers une structure en bois, dont vous avez une photo ici, inspirée à la fois des paysages qu'on peut imaginer avec des éléments architecturaux du Moyen-Orient. Et à l'intérieur, puisque c'est la forme ronde que vous voyez ici, un théâtre immersif à 360 degrés qui présente l'histoire du Canada. Le monde nord-américain, et là-dedans j'inclus à la fois les États-Unis et le Canada, a été extrêmement un acteur d'influence très important dans les expositions universelles, et beaucoup de commodités, de friandises, d'expériences modernes sont nées justement lors de ces grands rendez-vous, dont beaucoup se sont déroulés aux États-Unis. Je voudrais rappeler l'exposition universelle de Chicago, 1893, qui célébrait l'arrivée, la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Mise en valeur de l'électricité, la grande roue, la fermeture éclair. 1901, l'exposition panaméricaine de Buffalo, l'appareil au rayon X qui est à cette époque mis en avant. 1904, l'exposition universelle de Saint-Louis avec comme innovation alimentaire la naissance du cornet de crème glacée pour les visiteurs qui faisaient longuement la queue et le hot dog également. Ensuite, le poste de télévision à l'exposition universelle de 1939 à New York, The World Fair. Alors, le Middle East en anglais, le Moyen-Orient, est une zone d'influence extrêmement importante pour le soft power nord-américain. Je mêle à la fois États-Unis et Canada à travers la puissance des universités, l'importance aussi accordée au secteur de l'énergie, la place aussi qu'occupent les hydrocarbures dans les deux économies, et puis la fascination en tous les cas respectifs de ces deux régions pour les nouvelles technologies, pour l'innovation, pour la créativité, et puis ce qui associe finalement assez bien le Moyen-Orient, on le voit dans ces villes modernes, avec le monde nord-américain, qu'il soit canadien ou états-unien, c'est cette économie des services. Une population active extrêmement dynamique dans ce secteur d'activité et l'envie aussi d'évoluer vers de nouveaux modèles, que ce soit le e-commerce, les crypto-monnaies, les fintech, les monnaies alternatives, la recherche aussi dans la tech de nouvelles solutions numériques, la capacité aussi à cristalliser des dynamiques d'innovation dans l'intelligence artificielle, mais aussi les semi-conducteurs, l'appétence pour les technologies de l'information et de la communication, qui sont très importants, qui sont des secteurs qui comptent aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Arabie saoudite, au Koweït. Je vous laisse imaginer quel est le pays qui, dans cette région, a le plus d'utilisateurs sur Twitter. Eh bien, c'est l'Arabie saoudite. Vous êtes dans une région du monde où, effectivement, la digitalisation des contenus est extrêmement forte. La place aussi de réseaux sociaux, alors peut-être moins Facebook, mais beaucoup plus Instagram est très intéressante. Et puis, la place qu'occupera demain Metaverse ou d'autres univers, bien entendu, constitue un élément fort de compétition, de coopération entre le monde nord-américain et le Moyen-Orient. S'ajoute à cela, bien sûr, une coopération militaire très forte et énergétique, sans oublier aussi la sécurité alimentaire où les Européens sont des compétiteurs aussi très, très importants. Alors, l'esprit de Dubaï, dans l'idée même de cette ville, est d'être un carrefour de la diplomatie économique. La diplomatie politique et énergétique aux Émirats arabes unis, c'est plutôt Abu Dhabi, la capitale fédérale, qui occupe ce leadership. Mais la diplomatie économique, la diplomatie consacrée aux échanges commerciaux, à l'innovation, aux technologies,
C'est Dubaï qui exerce un poids très prépondérant dans la région. Et c'est le thème qui a été vraiment choisi pour cette exposition universelle, Connecting Minds, Creating the Future. Mettre en scène et renouveler justement cette capacité de catalyser du progrès, de générer une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité. L'objectif est, je dirais, partiellement atteint. Dubaï a réussi de très grands paris. Il reste encore énormément de marge de manœuvre et de progression à faire, ne serait-ce que dans la reconnaissance d'un certain nombre de droits humains, de la capacité à valoriser demain du véritable capital construit par des talents locaux, du capital humain et du capital immatériel, puisque cette région, certes, accueille les plus grandes infrastructures, les infrastructures les plus modernes de la planète, mais il reste encore une marge de progression très importante à travers des législations incitatives beaucoup plus favorables aux travailleurs, collaborateurs, travailleurs indépendants, reconnaissance du rôle des expatriés, quelle que soit leur nationalité, leur talent et leurs compétences. Dubaï, à travers cette exposition universelle qui devait initialement durer 1 an, a été frappé par des crises. D'abord, la crise sanitaire qui a modifié le calendrier de cette exposition universelle. Et il y a d'autres crises très actuelles qui agitent aussi les échanges. On pense bien évidemment à l'Ukraine. Alors, interrogeons, est-ce que l'Ukraine si proche du Canada? Eh bien oui. Le Canada abrite en fait la deuxième communauté ukrainienne à l'étranger après la Russie. Ils sont environ 1,3-1,4 millions de Canadiens d'origine ukrainienne. Il y a dans l'état d'esprit, dans la mentalité canadienne, quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est cette culture nordique. Et finalement, qu'on retrouve aussi beaucoup, que ce soit du côté des deux belligérants actuels, la Russie et l'Ukraine. L'arrivée de cette communauté ukrainienne, elle est d'abord dans un premier temps été installée majoritairement dans ce qu'on appelle les prairies, c'est-à-dire le Manitoba et le Saskatchewan. Et ces premiers arrivants, ces premiers immigrants sont arrivés à la fin du 19e siècle avec un profil plutôt d'agriculteur. Vous savez que l'Ukraine a été pendant longtemps le grenier à blé de l'Union soviétique. Également un pays riche de ressources, de matières premières, ressources en fer, et puis une capacité de la main-d'œuvre à s'adapter, à travailler dans des mines et des usines de textiles, ce qui amènera plusieurs vagues d'immigration, après notamment la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, au cours desquelles l'Ontario deviendra une destination privilégiée. Et puis, la fin de l'URSS dans les années 90, la guerre de Crimée en 2014 ont aussi poussé des Ukrainiens à rejoindre le Canada, qui représente la population ukrainienne, les Canadiens originaires d'Ukraine représentent, selon un recensement de 2016, 9% de la population de l'Alberta et 15% du Manitoba, ce qui est très important. Et au niveau fédéral, donc à l'échelle de la Confédération, cela représente 3,8% de la population canadienne. Alors, parmi des personnalités, on pense à Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, qui a joué une véritable tête de pont entre la diplomatie canadienne et l'Ukraine. Et finalement, le pavillon ukrainien à l'exposition universelle, je voudrais aussi vous en parler un peu, parce qu'il porte aussi un message plein d'espoir que j'ai résumé autour de la formule suivante: Ukraine intelligente, connecter les points. C'était le thème qui a été choisi en anglais, Smart Ukraine, Connecting Dots. Et effectivement, ce qui fait peut-être la force de l'Ukraine aujourd'hui, c'est sa diaspora très largement ouverte sur le sol nord-américain, sa main-d'œuvre qualifiée, la capacité aussi
à s'expatrier, à trouver de nouvelles opportunités pour rebondir. Et l'Ukraine ne manque pas d'idées et d'inventivité. Je voudrais vous présenter quelques innovations qui ont été mises en valeur sur son pavillon. Figurait notamment un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une seule charge, une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes. L'Ukraine, comme je vous l'indiquais, a été aussi le grenier à blé de l'Union soviétique et à ce titre, il est intéressant de souligner que le pavillon Ukraine à l'exposition universelle de Dubaï a été aussi l'occasion de présenter un champ créé à partir de vrais épis de blé, de nano-blé et de blé numérique. Et cette solution démontre symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique. Alors, quelques œuvres ici d'artistes qui ont aussi, vous voyez, la photo est un peu floue, mais retravaillé un peu la représentation d'épis de blé. Et ce pavillon se veut extrêmement dynamique avec de nouveaux points de connexion à trouver à travers un programme de divertissement comprenant des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances créatives. L'exposition universelle de Dubaï a une spécificité que je vous propose d'aborder, qui fera sans doute aussi le lien avec des messages que défend très largement le Canada sur l'égalité des genres. C'est ce que je vous propose d'examiner ensemble sur cette slide pour aller plus loin. L'une des innovations fortes de Dubaï a été de relancer une idée qui était née à Chicago, qui était l'émergence d'un pavillon des femmes. Et ce pavillon des femmes à Dubaï est véritablement dédié à un voyage sur l'impact des femmes pour créer un monde meilleur. À ce titre, un partenariat a été développé avec le joaillier Cartier. Cartier a une histoire très particulière avec le Dubaï et les pêcheurs de perles des pays du Golfe, puisque vous savez que le commerce de la perle a été extrêmement florissant au milieu du 19e siècle, à ce point qu'il permit à certains bijoutiers français reconvertis en l'immobilier de transformer l'avenue des Champs-Élysées et certains hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, le pavillon des femmes, en fait, imaginé avec Cartier, invite vraiment les visiteurs à célébrer et reconnaître le rôle central joué par les femmes à travers l'histoire. Et en présentant ces contributions, ainsi que les défis auxquels les femmes du monde entier sont encore confrontées, le pavillon cherche à mettre en avant un principe important. Lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Alors, Cartier a eu des grandes figures aussi qui se sont illustrées à travers leur engagement. Je voudrais vous parler d'une femme qui a eu un parcours exceptionnel, Jeanne Toussaint, directrice artistique de Cartier, qui s'était opposée à l'occupation allemande avec un bijou symbolique qui avait provoqué son arrestation en 1942. Elle était la directrice artistique de la griffe de joaillerie et elle s'était opposée à l'occupation de Paris par les Allemands à sa manière, à travers métaux et pierres précieuses, et notamment une broche qui représentait un oiseau en cage. Et dans les vitrines du magasin rue de la Paix, non loin de l'état-major allemand qui était installé au Ritz, trônaient en 1942 des broches représentant un oiseau en cage. Je vais y revenir un peu plus tard, puisque là, vous voyez que l'oiseau est sorti de sa cage. Et Jeanne Toussaint a été fortement intimidée. Cartier était effectivement identifié comme un grand soutien des forces alliées en lien avec Franklin Roosevelt et Charles de Gaulle. Et le général a pu compter notamment sur l'aide de Jacques Cartier, qui lui a ouvert les portes de ses bureaux à Londres à son arrivée en 1940 et lui a permis aussi d'enregistrer certains de ses discours.
Cartier a aussi eu des liens forts avec Coco Chanel, qui a aidé notamment à la libération de Jeanne Toussaint lorsqu'elle a été intimidée par les Allemands. Alors, quand Paris a été libéré en 1944, l'oiseau est sorti de sa cage, entre guillemets, pour orner différents bijoux célébratoires. Et sur une broche créée la même année, eh bien, en photo, vous avez pu voir cet oiseau, effectivement, qui chante et qui est entouré d'une inscription 1945 will be better. 1940, l'année 45 sera-t-elle meilleure? Eh bien, en tous les cas, c'est une réflexion qu'on peut avoir effectivement annuellement. Et est-ce que 2022 est aussi une année de changement? Voyez cet oiseau qui sort de sa cage. Alors, parler de cette importance accordée au pavillon des femmes, c'est revenir aussi sur l'influence justement nord-américaine qui a été jouée dans le cadre de plusieurs expositions universelles. Et je pense que le Canada s'inscrit aussi toujours un peu dans cette vision. Il y a eu pour la première l'exposition universelle de 1893, qui s'est tenue à Chicago, un premier pavillon de la femme, un Women's Building, qui comprenait un espace d'exposition, une salle d'assemblée et une bibliothèque. Et dans le hall d'honneur figurait cette phrase que je vous propose de lire. « Il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Women's Buildings, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. » Alors, qui est à l'initiative de ce fameux Women's Building? C'est une franco-américaine, ce qui montre que finalement, nous avons dans la francophonie des Amériques des liens forts avec le Canada, mais des événements comme le Grand Congrès mondial acadien le rappellent, finalement, on peut très facilement traverser les frontières et rapprocher les provinces canadiennes avec un certain nombre d'États américains, notamment les États du Nord, je pense en particulier à l'État du Maine. Et Bertha Honoré Palmer a été véritablement dotée d'un grand leadership et a mobilisé des militantes qui voulaient vraiment faire reconnaître la place des femmes, une place officielle qui soit véritablement accordée dans le cadre de l'exposition universelle. Chicago a aussi connu à cette même période-là un événement fort qui est The Great Fire, un incendie, et qui avait aussi mobilisé des communautés de femmes qui s'étaient engagées dans la reconstruction de la ville. D'où l'importance de suggérer un département des femmes, World Department for the Fair, et ces activistes, ces femmes se sont associées ensemble et étaient issues de différentes organisations impliquées dans la philanthropie, l'éducation et la lutte pour le droit de vote. Alors, vous avez ici les traces d'un journal, The Chicago, je vais revenir en arrière, The Chicago Sunday Tribune, et vous voyez comment finalement Mrs. Palmer réussit à convaincre et à engager un plaidoyer, y compris dans les colonnes de certains journaux. Alors ici, elle est effectivement mise en valeur. Is Mrs. Palmer the only American woman who knows how to spend a fortune? Madame Palmer est-elle la seule femme américaine qui sait comment dépenser sa fortune? Et effectivement, sa contribution a été reconnue et extrêmement significative. Elle était, je tiens à le signaler, issue d'une famille d'origine française, femme d'affaires, philanthrope, mécène et collectionneuse d'art. Elle était, par son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, issue d'une lignée intéressante parce que son arrière-grand-père possédait la première ligne de bateaux à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, Henry Hamilton Honoré, a été un riche promoteur immobilier. Cette famille de Louisville va s'installer à Chicago, offrir une éducation prestigieuse à cette jeune Bertha, et elle rencontrera jeune un riche commerçant qui deviendra par la suite son mari.
Alors, avant d'ériger finalement un Woman Building, cette famille Palmer avait aussi érigé un hôtel qui porte son nom, la Palmer House, qui a peut-être aussi poussé cette idée d'ériger justement un Woman Building. Et cet édifice est toujours un hôtel historique de la ville de Chicago aux États-Unis, dans lequel sont nées aussi beaucoup d'innovations, y compris alimentaires, puisque le brownie, qui est un dessert typique américain, a été créé par un cuisinier de cet hôtel, qui, je crois, appartient aujourd'hui à la branche Hilton, à la demande, et cette innovation alimentaire a été engagée à la demande de Bertha Palmer. Alors le voilà, ce fameux pavillon des femmes ici à Chicago que vous pouvez voir et qui finalement montre la grande capacité d'inventivité. 14 femmes architectes ont soumis un projet et le conseil qui en a pris la délibération finale a sélectionné le projet de Sophia Hayden. Ce Woman Building contenait des expositions, des travaux de femmes dans différents domaines, allant des beaux-arts, des arts appliqués, de la littérature, de la musique, aux sciences et également à l'économie domestique. Alors, il y avait aussi une annexe à ce Woman Building qui était un pavillon consacré aux enfants et consacré aux meilleures pratiques américaines en matière d'éducation. Voilà une vieille photo qui vous permet de retrouver à quoi ressemblait ce fameux pavillon des femmes, qui a insufflé et inspiré un certain nombre de courants nordiques, ce qui fait le lien finalement avec le Canada, mais aussi avec l'Europe du Nord, puisque finalement une riche aristocrate danoise, Sophie Oxholm, a voulu aussi, elle, organiser une exposition des femmes à Copenhague qui a finalement eu lieu en 1895. C'est une histoire un peu triste parce qu'elle terminera ruinée par cette expérience, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est quand même d'y voir une dynamique transatlantique extrêmement intéressante et une influence respective des pays et des continents. Un élément fort du pavillon États-Unis à l'exposition universelle de Dubaï, c'est de signaler combien cette liberté nord-américaine favorise la créativité, l'innovation et les opportunités. Et il y a eu aussi d'autres initiatives panaméricaines extrêmement intéressantes à signaler. La Panama California Exposition, qui visait véritablement à associer et célébrer l'ouverture du canal de Panama et faire connaître San Diego en Californie comme un port américain de première importance pour la route des navires circulant vers le nord-ouest des États-Unis après le passage du canal. On retrouve sur les photos un peu historiques un renouveau de cette architecture coloniale espagnole, l'architecture mauresque. Alors, tout proche de la frontière canadienne, eh bien, il y a eu, je vous parlais de l'exposition de Montréal, mais il y a eu aussi Seattle, qui a organisé Century 21, qui, elle, a accueilli 10 millions de visiteurs. Et il y a eu aussi des traces des signatures architecturales extrêmement fortes dans le paysage. Vous avez ici en photo Space Needle, qui est une tour encore visible et qui est entourée d'un espace qui vous permet de retrouver l'esprit des pavillons et le contexte de l'exposition universelle. Alors, Seattle est véritablement frontalier avec Vancouver, qui a aussi pleinement profité de l'effet des Jeux olympiques d'hiver. Et j'espère qu'à l'avenir, le Canada sera aussi peut-être la puissance accueillante d'une exposition universelle qui pourrait aussi simuler ses capacités de coopération et de partenariat, d'autant qu'il est possible d'imaginer demain de nouvelles perspectives de partenariat avec les relations transatlantiques que nous avons, avec de grands ports de l'Atlantique, Nantes, La Rochelle, la Bretagne, la Normandie, qui sont très attachés à la relation notamment québécoise. Et puis, vous rappelez que Rome, la ville éternelle,
est candidate pour accueillir une exposition universelle en 2030 autour d'un thème que vous avez ici à l'écran, l'éternelle révolution, et qui vise à réfléchir à des nouvelles dynamiques de verticalité, de ville verticale, que ce soit dans le domaine de l'architecture, mais aussi en matière de circuits courts, en matière de supply chain, de circuits d'approvisionnement. Ça, ce sont aussi des champs d'expertise dans lesquels le Canada est reconnu à travers ses capacités d'ingénierie dans les systèmes énergétiques, l'hydroélectricité, bien sûr, Hydro-Québec au Québec, dans le bassin du Saint-Laurent, la capacité aussi de villes, Toronto, Vancouver, Montréal, à être aussi des villes, des smart cities et des villes connectées, ce qui se laisse présager une contribution canadienne dans ce domaine-là extrêmement intéressante. Et puis, vous dire qu'avant cette candidature de Rome, aura lieu en 2025 une exposition universelle qui se déroulera à Osaka, au Japon, dans le Kansai. Et on a souvent qualifié d'Osaka d'être un peu le Manchester de l'Orient, puisque beaucoup de révolutions industrielles qui venaient d'Occident ont germé, notamment sous l'ère Meiji dans cette région du Japon. Osaka sera sa deuxième exposition universelle, puisque la ville avait déjà accueilli une première exposition universelle en 1970. Vous le rappelez, et vous invitez à être effectivement attentif à la prochaine édition de 2025 qui sera consacrée autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie demain », à travers 3 sous-thèmes: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Ce qui montre aussi la grande ouverture aussi des sujets traités. Un véritable laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de l'avenir. Vous avez ici le site futuriste qui est envisagé à travers un projet futuriste d'avancement sur la mer, la création aussi d'une île artificielle qui sera dédiée, et la volonté véritablement d'être une plateforme de connexion, de collaboration, où défis et solutions provenant du monde entier peuvent co-créer et co-imaginer ensemble. Je vous remercie pour votre attention et vous propose de partager vos impressions, vos retours, et de faire vivre aussi les échanges avec l'ensemble des participants. Merci à tous et je vous invite à utiliser le micro ou la bulle de discussion qui est mise à votre disposition.